Eh bien voilà, nous sommes heureux de rejoindre les ondes de RCF Sud-Bretagne pour cette première séquence de la 3e émission La Joie se rencontre. Joie rencontrée au long cours avec l'auteur, le poète, l'essayiste qui fut aussi le directeur de la sauvegarde de l'enfance du Morbihan, Jean Lavoué. Jean Lavoué, bonjour. Bonjour Yves. Merci à vous de nous accueillir chez vous à Hennebont, au cœur de la vieille ville, on pourrait presque dire haute ville. Vous êtes sur les sommets d'Hennebont, là, finalement. Alors sur l'autre rive de la ville close, en fait, ça peut tromper les gens parce que la vieille ville, en fait, c'était une mode féodale qui a complètement disparu dans ces bâtiments très anciens. Il y avait un château, une église à l'endroit même où se trouve cette maison. Et en fait, la ville close a été reconstruite au XVIe, XVe, XVIe siècle. Cette maison est d'ailleurs a gardé un vestige puisqu'elle a été détruite pendant la guerre, mais il y a toute une façade qui est du XVIe siècle, date de la reconstruction de la ville close de l'autre côté de la rive du Blavet. Voilà, nous avons situé maintenant où vous êtes, où vous habitez, où vous nous recevez. Vous êtes né en 1955. Je vous présente comme auteur, comme poète, essayiste. Laquelle de ces 3 caractéristiques vous plaît le mieux pour vous ? Me caractérise peut-être les dernières années, c'est quand même la poésie qui a pris le pas, et ça a toujours été le fond de mon écriture, mais c'est vrai que de cette écriture poétique sont nés plusieurs essais sur des figures notamment de poètes. Et récemment encore, donc, un ouvrage sur un poète qui est cher à mon cœur, mais c'est quand même la poésie. Les 4 dernières années, j'ai essentiellement écrit de la poésie, donc le qualificatif de poète me parle bien. Voilà, donc heureux d'être accueilli par un poète, je dirais même presque accueilli par 2 poètes, puisque vous venez d'évoquer ce poète René-Guy Cadou, que vous aimez beaucoup. Et tout au long de ces 4 séquences de notre émission, nous évoquerons bien sûr René-Guy Cadou, et puis vous nous direz aussi un peu en quoi vous vous rapprochez, en quoi ce poète est un compagnon pour vous, parce qu'au travers de la lecture de votre ouvrage, on sent que vous le connaissez bien, quoique vous ne l'ayez jamais rencontré, malheureusement, et pour cause. Il est décédé avant votre naissance. Vous avez donc écrit un très bel ouvrage à son propos. Mais avant d'aller plus avant, j'ai souhaité que vous nous proposiez Guy René Cadou en musique. Alors, si vous voulez bien nous dire, qu'est-ce que vous avez choisi qui puisse illustrer cette première séquence? Alors, j'ai choisi pour 2 raisons. En ce qui concerne la poésie de René-Guy Cadou, c'est un poème qui s'appelle Louis Fer. Louis Fer, c'est la petite ville tout près de Châteaubriand. C'était un village plutôt où il a enseigné les 6 années qui ont précédé son départ prématuré. Et donc il a intitulé l'un de ses poèmes Louis Fer, et donc il y a des accents, je trouve, tout à fait proches de ce que j'appelle sa spiritualité, bien que c'était un homme laïque, avant tout instituteur laïque, mais une dimension franciscaine, une dimension d'amour des gens, de simplicité et d'amour de la nature, du végétal qui l'entoure. Et présent dans ce poème, j'aurais pu en choisir de nombreux autres, puisqu'il y a vraiment, il dit le cœur de sa vie avec simplicité dans ces années de guerre et d'après la guerre 39-45. Et donc voilà, on peut l'écouter de multiples façons et avoir la chance, puisque ces œuvres complètes ont été réunies par l'éditeur Segers, et c'est ce qui a permis, je crois, une grande audience populaire. C'est vrai que c'est pas forcément un poète des universités, mais c'est un poète qui touche le cœur des gens, et grâce à ces œuvres complètes réunies, Poésie la vie entière, on a vraiment accès à la totalité de son œuvre, quoi.
Alors, il nous offre un poème. Ce poème est mis en musique. Voilà. La conjugaison des deux, comment ça se passe? C'est la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi à la fois ce poème et cet auteur, qui est l'un des nombreux chanteurs en fait qui ont mis en musique la poésie de René Guicadou. J'ai découvert récemment qu'il y avait eu plus de 200 de ces poèmes qui avaient été mis en musique. Donc on dit même qu'il a été plus chanté qu'Aragon, qui est très connu par Ferrat. Mais là, il y a vraiment toute une multitude de chanteurs, parfois bien connus, comme Gilles Servat ou encore Maurice Bénin. Et là, c'est un chanteur du sud de la France, de la région de Marseille, Philippe Forcioli. J'ai aussi choisi son interprétation de ce poème parce que c'est quelqu'un qui est un ami, on s'accompagne depuis longtemps, mais plus particulièrement autour de la naissance de ce livre, il avait reçu une première version du manuscrit qu'il a lu je dirais en 24 heures. J'avais un premier écho très chaleureux de sa part et surtout une proposition qu'on se rencontre pour lire ensemble à haute voix ce livre qui était encore en gestation, ce qu'on a pu faire à Louis Fer par un concours de circonstances, à Clisson. À Clisson, qui est un autre haut lieu de la vie de René Guicadou, puisque c'est le lieu où il a fait la connaissance d'Hélène, son épouse. Et donc, ce temps ces 48 heures de lecture partagée à haute voix de ce livre avec Philippe Forcioli m'a beaucoup touché et encouragé pour la suite de l'écriture. Voilà, alors nous allons écouter maintenant cet extrait de l'œuvre de René Guicadou, œuvre poétique et musicale à la fois. Dans la campagne bleue comme un bon père qui tient sa mule par le cou et qui dit des prières. Je ne sais rien de ma vie, mais je vais au bout de tout sans me soucier du temps qu'il fait. Les gens d'aujourd'hui sont comme des orchidées, drôle de tête et les deux mains cadenassées. Marche dans le jour épais d'avant midi, pauvre fils de garce qui n'en a pas fini de mener ses chevaux sur la route sans ombre, qui a grand hâte et soif et ne salue personne. Car j'aime ce village emmuré de forêts et ces très vieilles gens comme des pots de grès qui tendent leur oreille au carrefour des routes avec des mouvements qui font croire qu'ils doutent. J'ai choisi mon pays à des lieues de la ville pour ces nids sous le toit et ces volubilis.
Je vais loin dans le ciel et dans la nuit des temps. Je marche les pieds nus comme un petit enfant. Je vais loin dans le ciel et dans la nuit des temps. Je marche les pieds nus comme un petit enfant. Je vais loin dans le ciel et dans la nuit des temps. Je marche les pieds nus comme un petit enfant. Nous sommes bien sur RCF Sud-Bretagne. Aujourd'hui, l'émission La Joyeuse Rencontre est partagée avec Jean Lavoué. Jean Lavoué, auteur, poète, essayiste, mais qui nous a dit tout à l'heure qu'il se sentait avant tout poète au terme de ce travail énorme que Jean a fourni pour la réalisation de son ouvrage René-Guy Cadou, La fraternité au cœur. Jean, la question qui vient, elle est assez classique et j'ose la faire mienne. C'est pourquoi avoir choisi cette chanson que nous venons d'écouter, d'entendre. Vous nous l'avez un peu dit déjà, mais on peut peut-être approfondir ce choix et surtout qu'est-ce qui traverse ce que nous venons d'écouter. Ce texte, il nous emmène directement au lieu de la vie poétiquement très intense que René-Guy Cadou a vécu dans ce petit village des abords de Châteaubriand, pas très loin de Nantes, où il a vécu les 5 dernières années de sa vie qui ont été sur le plan poétique les plus fécondes et en même temps qui étaient marquées par la maladie et marquées par une étonnante écoute de la voix intérieure et de la voix spirituelle. Et comme je le disais tout à l'heure, le texte interprété par Philippe Forcioli a des accents vraiment franciscains très marqués. Il se trouve que ces deux êtres, Philippe Forcioli et René-Guy Cadou, portent vraiment au cœur cette dimension à la fois de simplicité, d'humilité, d'amour de la nature. Cette campagne bleue que chante René-Guy Cadou, donc c'est l'une des grandes interprétations, je trouve, de Philippe Forcioli de ces textes de René-Guy Cadou, même s'il a fait une œuvre magnifique aussi d'interprète en réalisant un triptyque consacré à ce poète René-Guy Cadou, où il dit, parce que c'est un magnifique 10 heures de texte aussi, il dit beaucoup de poèmes, mais il interprète aussi, comme il vient de le faire, des poèmes en chansons. Et il a donné comme titre à ce triptyque poète René-Guy Cadou, mais montrez-moi trace des clous. Et c'est un texte d'une poésie extraite de René-Guy Cadou qui en dit long sur la dimension christique aussi à laquelle ce poète se sentait appelé, même si, encore une fois, il était de culture initialement laïque et instituteur laïque. Il a vraiment, par la grâce des rencontres, accueilli aussi, d'une certaine manière, la grâce christique, quoi. Et Philippe Forcioli y est extrêmement sensible, donc c'est ce qui me touche dans son approche à lui. Alors, est-ce qu'on peut s'autoriser à dire que c'est un témoignage de foi qui est exprimé là au travers de ce qui est dit? Est-ce que Cadou lui-même le dirait comme ça ou garderait une certaine distance? Oui, moi je dirais pas donc jusqu'à
Je le compare à un moment dans le livre à Simone Veil, qui volontairement est restée sur le seuil de la foi catholique et chrétienne, et délibérément qui a refusé le baptême, mais qui en même temps dit, et par étonnamment un texte poétique aussi d'un poète anglais qui à l'abbaye de Solesmes l'a saisi et qu'elle a répété, appris par cœur, et au cours de le texte Amour de George Herbert, et lors d'une récitation de ce poème, elle dit, elle a été saisie par le Christ. Je dirais de la même manière que René Guicadou, sans le revendiquer comme auteur chrétien ou poète chrétien, s'est laissé saisir par le Christ aussi. Il y a quelque chose dans sa poésie qui vraiment est étonnante, et je trouve préfigure une époque comme la nôtre, emplie de doutes, d'agnosticisme, de questions sur l'homme, le monde, notre avenir, etc. Et qui n'est pas démuni non plus de cette possible grâce de l'esprit qui traverse et le cœur de tout homme, quelles que soient ses convictions. Donc j'aime bien que ça soit René Guicadou, un homme comme ça, des frontières, des périphéries, comme a dit le pape François, qui viennent plutôt de l'extérieur et qui nous apporte le Christ, l'évangile d'une certaine façon, comme Hélène le disait à propos des habitants qui, le voyant arriver, comme c'était toujours le cas, ou souvent l'instituteur de l'école laïque, c'était un peu le diable pour les personnes à l'époque dans ces pays de grande chrétienté. Et Hélène, son épouse, dit en fait c'est lui qui les a convertis, par son amour des gens, des simples, des humbles, quoi. Voilà, et on retrouve aussi la dimension, vous le disiez, de la proximité de la nature, de l'intérêt porté à la nature chez Cadou, et ça rejoint aussi ce que le pape François nous dit, et à propos de quoi il nous interpelle. Est-ce que vous avez un petit peu plus de choses à partager sur ce sens de la nature? À ce propos, c'est vrai que j'ai tout un passage que je développe un peu dans le livre où il a refusé de monter à Paris, comme il dit, pourquoi n'allez-vous pas à Paris dans l'un de ses poèmes, mes l'odeur des lys, il répond. Et en fait, ses amis de l'école de Rochefort, qu'il avait connue au début de la guerre, étaient tous, après la guerre, pour des raisons professionnelles, de carrière artistique ou autres, montés, comme on dit, à la capitale, à Paris. Et il l'incitait à les rejoindre, il lui aurait préparé la place et tout. Et René Guicadou, en fait, s'en tient, comme avec une sorte de prémonition sur ce que va devenir notre monde urbanisé, dont on voit aujourd'hui les limites, quoi. Et il résiste par la poésie aussi, dans ce beau poème aussi plein d'humour, Pourquoi n'allez-vous pas à Paris? En fait, il s'en tient à sa campagne bleue, dont il était question dans la chanson tout à l'heure, à ce village de Louis Fer, aux enfants pauvres de la campagne qu'il accueille dans son école, aux menuisiers, aux ferronniers, aux gens simples, encore une fois, qu'il aime beaucoup, et surtout ce que j'appelle sa liturgie du soir, parce que fondamentalement sa vocation était d'être un poète, quoi. On peut même aller jusqu'à dire, même s'il aimait les enfants, qu'il a fait son métier d'instituteur au mieux, mais qu'il a choisi ce métier pour le temps qu'il lui laissait chaque soir et les vacances scolaires. Il le dit d'une certaine façon, ma vie commence à 5 heures du soir, quand il montait dans sa chambre d'écriture, devant la fenêtre ouverte, le bureau tourné vers la campagne, pour écrire, souvent en présence d'Hélène, sa poésie. Mais il avait commencé avant la rencontre d'Hélène, ce rituel que moi j'appelle liturgique, puisque c'était son grand lieu de célébration, d'intériorité et d'accueil du silence et du poème, quoi. Voilà, alors on a évoqué Cadou dans son village dont vous avez parlé. Je retrouve plus le nom, mais Louis Fer, voilà. Vous avez éventuellement un texte que vous aimeriez partager sur ce qu'il a écrit à ce moment-là, à Louis Fer?
Je dirais, bon, il y a d'abord le magnifique recueil de poèmes qui est son grand œuvre, en fait, qui fait partie, bien sûr, des œuvres complètes, Hélène ou le règne végétal, dans lequel il y a des poèmes d'amour qui sont parmi les plus beaux de la langue française, on va dire. Vraiment, je t'attendais ainsi qu'on attend les navires. Bon, s'adresse-t-il à son épouse Hélène au début de leur brève vie conjugale. Mais il y a aussi ce qui l'achemine, cette maladie sournoisement tapie dont on pense qu'il ne sait pas bien quelle est cette maladie, qui en fait est un cancer qu'il va, dès l'été 46, il va ressentir ce mal qui va l'emporter au printemps 51. Et donc cette maladie présente, il y avait un pressentiment déjà, avant même qu'il tombe malade. Bon, il se pensait cardiaque, mais il y a aussi la proximité avec la mort fraternelle de son frère. On aura l'occasion d'y revenir, oui. Peut-être. Donc tout ça, c'était présent. Et du coup, ça l'a acheminé vers des grands poèmes où la présence de la mort toute proche fait résonner dans sa poésie une spiritualité de grande intensité. Et du coup, c'est l'un de ces poèmes que j'ai écrit à peine 2 mois avant sa mort, qu'il n'aura pas eu la joie de recevoir dans une belle forme que un de ses amis, la nuit de sa mort, avait passé toute la nuit, il savait proche de sa fin, à le mettre dans une magnifique forme typographique. Et bon, il est mort à minuit cette nuit-là, mais pour dire combien ce poème a touché ses amis. Et donc j'en propose, il est assez long, je ne vais pas le lire entièrement, mais peut-être quelques extraits. Maintenant que les seuls trains qui partent n'assurent plus la correspondance, pour toutes ces petites gares ombragées sur le réseau de la souffrance, oh, je crois bien que ce sera à genoux, mon Dieu, que je me rapprocherai de vous. Le plus beau pays du monde ne peut donner que ce qu'il a, myosotis ici et là, mais beaucoup d'herbes sur les tombes. Ô mon Dieu, j'ai tellement faim de vous, tellement besoin de savoir qu'un couvert en étain serait le bienvenu dans le plus modeste de vos réfectoires. Que la cuisine soit bonne ou fade, nous ne sommes point ici à l'office. Laissez-moi respirer l'odeur des fleurs qui sont sur les tables et qui ressemblent à des lys. Je crois en vous, hôtelier sublime, préparateur des idées justes et des plantes. N'allez pas redouter surtout quelque conversion retentissante, et qu'a-t-elle ait choisi le pain dur et le sel, soyez sûr qu'il n'y a rien là que de strictement personnel. Pardon, Seigneur, pardon pour vos églises, et si j'ai galvaudé dans les champs, si j'ai jeté des pierres dans vos vitres, c'est pour que me parvienne mieux votre chant, qu'il fût porté par des oiseaux ou à voix d'homme, jeté là comme un boc sur le comptoir de l'harmonium, ou dans l'air comme un col de violon, à 9h du soir, quelle était belle la religion. Ah, j'aurais pu, tout comme un autre, être choriste et grappiller de long en large le corps du Christ, mais tous ces blés en feu dans les cristaux du soir se reflétant, c'était vous si intimement qu'il suffisait alors de pousser la fenêtre pour que la joie pénètre et pour vous reconnaître. Que n'ai-je su vous arrêter quand vous alliez entre les saules, les bois de justice à l'épaule, comme un pêcheur au carrelet. Si je reviens jamais de ce côté-ci de la terre, laissez-moi m'appuyer au chambranle des sources et tirer quelques notes sauvages de la grande forêt d'orgue des pins, ô mon Dieu, que la nuit est belle, où brille l'anneau de votre main. Oh, sur l'ardoise du ciel, si l'on tient compte de ce pays sans charme où je suis né, si l'on juge à propos mes larmes, Seigneur, je suis exonéré, qu'il soit coupable, non coupable, toujours en peine de son Dieu, qu'on lui serve pour vin de table la rosée lustrale des cieux. Voilà, donc ce poème, vous le situez à
à quelques jours de son départ. Oui, c'est fin de l'année 1950. Il sera édité au tout début de l'année 51 par l'action hâtive de ses amis complètement désolés et désespérés, hein, qui vont vraiment devant ce jeune poète prodige qui était Jean Rousselot, l'un des grands poètes aussi de l'école de Rochefort, disait c'était le meilleur d'entre nous tous, quoi. Hein. Et donc, ils vont se hâter de façonner le recueil Les biens de ce monde, dans lequel ce grand poème nocturne est inséré, et René Guicadou aura la joie d'en faire la signature, mais non pas d'en découvrir cette forme artistique que Sylvain Chiffolot, l'un de ses amis imprimeurs à Nantes, était en train de préparer pour lui. Beaucoup s'accordent à dire que c'est non seulement l'un des grands poèmes de René Guicadou, mais aussi l'un des grands poèmes... je vais pas dire, j'utilise pas le mot métaphysique parce qu'il n'aimait pas beaucoup Cadou, ce mot métaphysique, mais religieux, spirituel de la langue française du XXe siècle. Alors, vous avez évoqué Hélène, l'épouse de René Guicadou. Est-ce que vous avez une idée du moment où ils se sont rencontrés? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se sont-ils rencontrés, en fait? Alors, c'était, comme je le disais tout à l'heure, à Clisson, sur le quai de la gare de Clisson, le 17 juin 1943. Il y a l'un des beaux poèmes aussi d'amour de René Guicadou qui s'appelle tout simplement 17 juin 1943. Où Hélène, qui était une jeune étudiante en lycée à Nantes, animait une petite revue de poésie. Elle s'intéressait aussi à la poésie et avait désiré, avec quelques amis, venir rencontrer ce jeune poète de la région nantaise qui avait déjà publié, puisque à 17 ans, René Guicadou a publié un premier recueil, Brancardier de l'Aube. Et donc ce recueil était arrivé dans la famille d'Hélène, son père lui avait donné, mais elle a attendu plusieurs années en fait avant d'organiser cette rencontre avec René Guicadou. Et donc ils sont arrivés avec ces quelques amis étudiants sur le quai de la gare où les attendait René Guicadou, et ça a été vraiment, comme on dit, le coup de foudre. Hein. Ils ont été émerveillés l'un par l'autre. Et donc a commencé, après cette rencontre, une correspondance. Il se trouve qu'Hélène est partie faire des études de philosophie à Bordeaux. Donc ils ont été séparés entre, à part des temps où elle était en vacances, mais entre 43 et 46 où ils se sont mariés. Ils n'ont pas vécu, ils étaient plutôt dans la distance, ce qui nous vaut des magnifiques correspondances de René Guicadou à Hélène Cadou, dont j'ai recueilli quelques extraits ayant trait à sa spiritualité, parce que c'est quand même une orientation que j'ai voulu donner à mon livre, montrer en quoi c'est vraiment une belle figure spirituelle. Et il écrivait avec le fond de son cœur et avec une beauté très très sensible, ce qu'il ressentait profondément de son rapport à Dieu, au divin, au sacré, à ce moment-là. Ce qui était d'ailleurs pas toujours très très catholique. Hein. Il y avait un côté, déjà l'amour de la nature, on va dire. Le panthéisme fait aussi partie de lui, quoi. Dieu et la nature, c'est un peu notre mère nature, comme dit le pape François. Lui, il l'a vénéré, quoi. Voilà, on pourrait dire que s'il vivait aujourd'hui, il serait en plein dans notre temps, et il serait de ceux qui pousserait des idées, des réflexions sur l'écologie. Je pense, hein, oui, vraiment, on peut en faire un poète de la nature et du souci de sa beauté et de l'environnement. Oui. Voilà, merci Jean de ce premier contact avec nos auditeurs et avec donc René Guicadou, dont vous nous parlez brillamment. On a vraiment l'impression qu'il est là avec nous. Hein. Si on lui donnait la parole, on l'entendrait dire ce que vous nous dites de lui. Merci bien. Et puis merci aussi à Bruno qui assure la prise de son de cette émission, La Joyeuse Rencontre, cette première séquence.
La joie se rencontre. Yves Le Truidic. Eh bien voilà, nous retrouvons Jean Lavoué chez lui à Hennebont pour cette deuxième séquence de notre émission La joie se rencontre. Joie rencontrée au long cours de notre entretien déjà, Jean. On a le plaisir de cheminer ensemble. Hein, et puis, on est bien chez vous. On a parlé de votre maison tout à l'heure. On y est bien. Et on sent la présence de René Guicadou, dont vous nous parlez si brillamment. Vous avez toujours été emballé, attentif à la poésie? À la poésie, je crois que ça vient vraiment de loin, et en même temps que la chanson, la chanson française. Mais quand j'étais jeune, c'était aussi les chansons à la mode, dans les années 60, début des années 70. Mais très vite, c'est vrai que la poésie, la belle et grande chanson française, Jacques Brel, Georges Brassens, Ferrat, etc. Et le goût d'écrire moi-même des chansons. D'ailleurs, à partir de 15-16 ans, j'ai joué de la guitare, j'ai composé quelques chansons. Donc ça, c'était présent, quoi. Et de la chanson à la poésie ou l'inverse, la passerelle s'est fait très vite. Donc j'ai vraiment ce goût, et de l'écriture, de la lecture, des ouvrages, de la réflexion aussi. Tout ça a était présent, et la rencontre de René Guicadou est venue assez tôt dans ce parcours. Je pense que j'avais à peine une vingtaine d'années quand j'ai passé à l'abbaye de Landévennec, en fait, où vit le moine poète Gilles Baudry, qui était tout jeune moine à l'époque. J'y ai passé une quinzaine de jours, et on a eu vraiment l'occasion de sympathiser, même plus de fraterniser à cette occasion-là, et autour de la poésie de René Guicadou, dont il m'a fait écouter de magnifiques interprétations de poèmes dits par Daniel Gélin. Il avait le petit disque à l'époque, et voilà. Et je trouve que c'est important, grâce aux chanteurs, Philippe Forcioli que j'évoquais, Maurice Bénin, Gilles Fesservat et bien d'autres. On entre dans la poésie quand on n'est pas trop familier de la lecture de recueils de poésie. Le fait d'écouter, d'entendre, soit dit par exemple par Daniel Gélin, comme ça a été mon cas à l'époque, ou chanter ces poèmes, on se familiarise et on entre parfois plus facilement, quoi, dans cet univers poétique. Donc ça a été mon cas, et donc il m'a jamais quitté. Puis après, il y a eu les interprétations de Maurice Bénin, que j'ai connues avant celles de Philippe Forcioli, qui m'ont accompagné toute ma vie, je dirais, comme les chansons de Jacques Bertin, qui a aussi interprété Cadou, mais qui a surtout une œuvre poétique et de chansonnier français, moi dont j'ai tous les disques de Jacques Bertin, et depuis mes 20 ans, il m'a jamais quitté non plus, et j'attends impatiemment un tout dernier disque là qui vient de produire, parce que c'est un grand héritier de René Guicadou et de l'école de Rochefort, de Luc Bérimont, de ces poètes fraternels et régionaux pour lui, parce que c'est vraiment un homme de la région de la Loire, là-bas. Donc voilà. Donc il va vous proposer prochainement un disque qui va sortir. Voilà, il a un nouveau CD dont le titre là m'échappe, mais c'est un recueil à nouveau d'une quinzaine de chansons. Et moi, j'écoute, je dirais, Jacques Bertin, comme il m'arrive de lire des poèmes de Cadou avec une attention extrême, parce que je sais que c'est toujours pétri d'humanité, c'est toujours vraiment un amour de l'homme. Et puis, même si, comme pour Cadou, le doute, l'agnosticisme sont bien là, affleure en permanence ce que j'appelle le poème évangélique, en fait, chez ces auteurs. Et j'aime bien quand le poème affleure là où il n'est pas attendu, quoi. Voilà. Et vous êtes ici sur Hennebont depuis déjà plusieurs années. Oui, donc je calcule rapidement, mais ça fera bientôt 30 ans, en fait. Oui.
Et déjà, quand vous êtes arrivé sur Hennebont, vous entreteniez déjà ce goût de la poésie. Oui, mais je dois dire que je suis même revenu, avec mon épouse et nos enfants, en Bretagne, parce qu'on était du pays, on était plutôt d'Ille-et-Vilaine, mais dans la douzaine d'années où on a vécu en dehors de la Bretagne, vraiment la nostalgie de la Bretagne, de sa musique, de ses chansons, mais aussi de sa poésie, et surtout, alors là, c'est vrai que Gilles Baudry était comme un frère qui me plaisait de retrouver, quoi. Et donc de revenir après ces 12 années dont on avait 35 ans à peu près à l'époque en Bretagne, la poésie était un désir de renouer avec notre culture profonde, quoi. Il y a des amis qu'on avait ici. Ouais. Alors, si vous voulez bien, vous allez nous dire un poème de René Guicadou, poème qui est peut-être plus connu, vous allez nous le dire, et en quel lieu on le connaît mieux. Je crois avoir entendu récemment l'une de mes nièces évoquer à l'école avoir appris par cœur, disait-elle, ce poème que vous allez nous lire maintenant. Oui. J'ai une fille aussi qui le sait par cœur aussi, et je crois que beaucoup d'enfants du pays nantais, mais plus largement des écoles de l'ouest de la France ont entendu pour la première fois le nom de René Guicadou autour de ce poème qui est vraiment sans doute un poème destiné aux enfants, mais lui-même était un enfant d'instituteur, donc il se remet dans la peau de ces enfants à qui il enseigne aujourd'hui en écrivant très simplement un poème qui s'appelle Automne, donc qui est vraiment de saison, parce qu'on a vraiment une journée d'automne avec une pluie très très abondante aujourd'hui. Et donc voilà ce poème qui n'est pas très long. Automne. Odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison, à 7 ans, comme il faisait bon, après d'ennuyeuses vacances, se retrouver dans sa maison. La vieille classe de mon père, pleine de guêpes écrasées, sentait l'encre, le bois, la craie, et ces merveilleuses poussières amassées par tout un été. Ô temps charmant des brumes douces, des gibiers, des longs vols d'oiseaux, le vent souffle sous le préau, mais je tiens, entre pomme et pouce, une rouge pomme à couteau. Alors c'est un très beau poème, mais on ressent bien, au niveau des dernières strophes, la nécessité d'une articulation qui soit quand même un petit peu poussée. Est-ce que quand on lit un poème, comme vous venez de le faire, il y a j'ai employé un mot peut-être mal à propos, mais est-ce qu'il y a une technique où on laisse parler son cœur en fonction de ce que l'on ressent? Comment vous vivez ne serait-ce que ces lectures de poèmes que nous avons eu l'occasion de mettre en œuvre ensemble là? Oui, c'est vrai que l'émotion vient. Bon, je suis attentif quand il y a des petites erreurs d'association des mots qui surviennent, parce que j'ai pas forcément relu avant, préparé, mais c'est d'abord l'émotion, quoi, d'être relié par quelques textes que ce soit, comme le Nocturne dans une précédente émission, ou ce poème-ci, d'être lié à toute l'œuvre de cet homme, encore une fois, simple, fraternel, avec la vie, les saisons, les enfants, les êtres qui l'entourent, et surtout s'encombrant pas de processus mentaux, mais accueillant le chant qui l'habitait, en fait. Il a passé sa vie à ça, quoi, accueillir le chant. Accueillir le chant, et en même temps rendre accessible pour les gens, rendre accessible la poésie. La poésie a évolué au fil des années. On parlait de rimes, on parlait de pieds, d'alexandrin. Est-ce qu'on s'est libéré de ça, je pense, dans le... Alors, bon, lui c'est vrai qu'il associe à la fois de la forme, encore parfois, du rythme, quelquefois des alexandrins, de la rime, mais le plus souvent, il s'en est affranchi.
comme il s'est affranchi d'une forme qui a cherché à faire éclater déjà bien avant lui cette forme rythmée de la poésie classique, symboliste, etc., qu'on a appelé la période surréalisme, quoi, hein, qui a fait voler en éclats tout ça. Donc il s'inspire de grands poètes qui ont initié cette grande poésie surréaliste, comme notamment Apollinaire, mais aussi Pierre Reverdy. Mais en fait, il s'est affranchi très tôt aussi de ces exercices parfois un peu trop intellectuels et qu'il jugeait trop artificiels de cette poésie, qui n'était pas, trouvait-il, suffisamment celle proche du cœur des gens, quoi. Donc il a préféré une poésie simple, écrite avec son cœur, susceptible de s'adresser à tous. Et c'est vraiment le cas, puisqu'il y a des poèmes qui peuvent vraiment être lus par les enfants, appris par cœur par les enfants et les accompagner toute une vie. Je pense que c'est ce qui lui vaut aussi, non seulement parce qu'il était de culture laïque et comme instituteur laïque, ce qui lui a valu que beaucoup d'écoles, notamment primaires, mais il y a aussi des collèges, portent son nom en Bretagne et en Pays de Loire, parce que c'était cette poésie simple. Mais beaucoup de gens le connaissent aussi par ce côté-là, simplement d'une poésie pour les enfants, alors que c'est un immense poète de l'homme dans sa plénitude et sa maturité, quoi, et sa spiritualité. Donc le travail que vous avez effectué en réalisant cet ouvrage est aussi dans l'objectif de rendre René Guicadou encore plus accessible. Oui, j'espère que de nouveaux lecteurs qui n'ont pu le connaître que par son nom, le nom d'une école, un poème appris autrefois, puissent aller chercher plus loin et découvrir combien c'est un poète qui peut parler à leur âme, je dirais, à leur histoire de vie, à leur finitude, à notre fragilité, à notre où vie et mort se tutoient, quoi, sans cesse. Alors lui, il a vécu ça avec intensité. Nous, on a tendance à repousser les échéances, sauf quand la maladie nous tombe dessus. C'est vraiment un poète fraternel qui peut nous accompagner très loin sur nos chemins de vie. Alors, vous avez évoqué Jacques Bertin, le chanteur. On va choisir parmi vos préférences. On va choisir un des poèmes chantés par Jacques Bertin pour clore cette partie-là de notre émission. Vous étiez là, je vous tenais comme un miroir entre mes mains, la vague et le soleil de juin ont englouti votre visage, ont englouti votre visage, ont englouti votre visage. Chaque jour je vous écris, je vous ai fait porter mes pages par des ramiers, par des enfants, mais aucun d'eux n'est revenu. Je continue à vous écrire, je continue à vous écrire. Tout le mois d'août s'est bien passé, malgré les obus et les roses, et j'ai traduit diverses choses en langue bleue que vous savez, en langue bleue que vous savez, en langue bleue que vous savez. RCF Sud-Bretagne, la joie se rencontre. Alors, si vous voulez bien, Jean, on va essayer de comprendre, vous allez nous aider à comprendre le pourquoi de ces deux prénoms de René Guicadou. Parce qu'on n'en a pas parlé, on ne l'a pas évoqué encore au cours de nos émissions précédentes, de nos séquences précédentes. Alors, oui, je crois que c'est un cœur aussi de la vie poétique de René Guicadou, ce choix de ce double prénom au fronton de son œuvre, double prénom qui lui avait
était donné par ses parents à sa naissance, mais le prénom usuel était celui de René. Ses parents l'appelaient René, Hélène l'a toujours appelé René, et c'est lui qui a tenu à ce que son nom d'écrivain soit René Guy Cadou, sans trait d'union. Il y tenait particulièrement. Donc on a bien deux prénoms qui sont à la source du nom et qui s'expriment dans cette œuvre poétique. Et donc Guy était le nom d'un frère qu'il n'a pas connu, qui était mort avant la guerre, à l'âge de 18 mois, 8 ans avant sa mort, je crois d'une méningite. Et on imagine le deuil qui a pu être celui de ses parents, qui a attendu plus de 8 ans avant d'avoir un autre enfant. Et entre deux, il y a eu la guerre, il y a eu 4 années où le papa a été prisonnier après s'être battu sur le front, etc. Donc ça a été vraiment des années de grande épreuve et de deuil. Et René Guy Cadou est né, donc ça fera 100 ans en 2020, le 15 février 1920, on imagine la joie de ses parents. En tous les cas, c'est un enfant qui a été choyé, aimé, comme on peut pas trop imaginer, quoi, tellement il était attendu, et surtout attendu aussi par cette campagne de la Brière à Sainte-Reine-de-Bretagne. Donc il y avait ses parents bien aimés, mais il y avait plein d'êtres chéris autour de lui, y compris ses parents l'avaient confié à une religieuse, sœur Chantal, avec qui il a passé une quinzaine de jours tout enfant, pendant qu'ils étaient partis chez des amis en vacances en Auvergne. Et je crois que cette religieuse a profondément marqué l'âme du jeune enfant. Il l'évoque à plusieurs reprises dans sa poésie. Et il y avait ses grands-mères aussi, ses grands-parents, mais une grand-mère en particulier qui lui parlait beaucoup de l'Évangile. Il est né en face l'allée du Calvaire à Sainte-Reine-de-Bretagne. Et la maison qui est devenue la mairie aujourd'hui, la maison de l'instituteur laïque, s'ouvrait sur l'allée du Calvaire. Et en haut de cette allée du Calvaire, qui est devenue un lieu d'hommage à René Guy Cadou, il y a ses poèmes qui sont installés tout au long de cette allée. Il y avait effectivement une sorte de sanctuaire où il allait parfois, et sa grand-mère notamment, il raconte ça dans ses souvenirs d'enfance, lui apprenait le Notre Père à cet endroit-là. Donc c'est pour dire que de culture laïque, il a quand même été extrêmement baigné, quoi, hein. Et donc René Guy, je fais dans mon livre beaucoup résonner cette présence du frère, quoi, cette dimension fraternelle, je dis la fraternité au cœur. Oui, effectivement, cette présence de Guy, elle est comme sans qu'il l'évoque explicitement trop fréquemment, mais il le fait quand même dans ses souvenirs d'enfance. Mais voilà, c'est une grande présence qui va ouvrir toute sa vie d'amitié, de fraternité avec des poètes, avec des êtres qui vont l'accompagner. Je pense qu'il y a vraiment là un creuset dans cette relation entre René et Guy, même s'ils se sont pas physiquement rencontrés sur cette terre, ils étaient spirituellement très reliés, quoi. Au-delà de la mort de son frère est avec lui, on le sent bien au travers de votre ouvrage, effectivement, avec ces impressions de joie à certains moments d'avoir ce frère, de tristesse aussi quelquefois, mais à l'avoir découvert, à l'avoir lu moi-même, je dirais il y a plus de la joie dans son évocation, dans l'évocation de son frère par René Guy Cadou lui-même, quoi. Oui, je pense qu'il s'est pas laissé enfermer dans le rôle d'enfant de remplacement. C'est vrai que c'est souvent le risque, surtout quand on donne ce prénom René, en plus associer le nom du frère disparu. C'est vrai qu'il aurait pu être par ses parents vécu comme celui qui n'a pas été là et un peu entraîné, quoi, à sa suite d'une certaine manière, et ça peut faire des destins aussi douloureux, mais je crois qu'il y avait cette force vitale chez lui, déjà de nature, quoi, hein. C'était un enfant très jovial, et ses parents l'ont aussi poussé vers la vie. Il raconte, c'est la première page de ses souvenirs d'enfance, mon enfance est à tout le monde.
monde. Il raconte cette scène où son papa instituteur va le prendre dans son berceau et va le présenter à tous les enfants des 2 ou 3 classes qu'il doit avoir, et en proposant même à chaque aîné ou de ses classes de le prendre dans ses bras, et voilà, il le reprend, il va le déposer dans son berceau. Il dit avec des sanglots qui n'ont pas oublié la présence de mon frère. Donc c'est la première fois qu'il évoque dans ses souvenirs d'enfance explicitement Guy. Et donc cette scène inaugurale, elle est très présente dans la vitalité qui va l'accompagner. Il y a vraiment une puissance paternelle qui l'oriente vers la vie, et qui va d'ailleurs, après la mort extrêmement douloureuse de sa mère quand il a 12 ans, dont le papa a aussi beaucoup de mal à se remettre. Il y a un poème bouleversant de René Guicadou qui évoque cette chambre vide et la douleur de son père. En fait, c'est son père qui, ayant écrit lorsqu'il était à l'école normale des poèmes aussi, va lui présenter 2-3 ans après la mort de sa mère, un soir, les poèmes qu'il a écrits, les 2 ou 3 cahiers que René va lire, et en fait le lendemain il se découvre avec un goût d'écrire de la poésie à son tour. Donc ça sera pas du premier coup, il va, comme tout le monde quand on se tente la poésie, mais voilà, c'est quand même là qu'a été le premier moment fort. C'est cette présence paternelle et vitale. Voilà, eh bien merci Jean de poursuivre cette évocation de René Guicadou au travers de vos recherches, de l'intérêt, j'allais dire de l'amitié que vous portez à René Guicadou. On a l'impression qu'il est avec nous quand on vous écoute là. Merci Jean, merci à Bruno pour la prise de son, et puis on se dit à la semaine prochaine. La joie se rencontre. Yves Le Truédic. Eh bien voilà, La Joie se rencontre, une émission de RCF Sud-Bretagne, et nous sommes heureux aujourd'hui à nouveau de nous retrouver avec Jean Lavoué, poète. Bonjour Jean. Bonjour Yves. Voilà, alors nous sommes de retour à Hennebont, sur la ville haute, ou la vieille ville. Ah, on l'a évoqué au début de nos rencontres. Merci à nouveau de nous accueillir, Jean, dans votre maison. Et puis nous continuons avec vous à accueillir aussi René Guicadou. Et donc nous allons illustrer, alors en radio c'est un peu difficile à faire, le son prend toute son importance, nous allons illustrer un peu notre propos à l'écoute d'un DVD réalisé par Jacques Bertin sur donc René Guicadou. Alors il n'y a pas forcément d'image puisqu'on est en radio, mais encore une fois, le plus important c'est d'écouter. Alors, ce choix que vous avez fait, vous pouvez nous en dire 2 mots avant que nous écoutions l'extrait? C'est le tout début de ce beau documentaire réalisé par Jacques Bertin, et je me suis arrêté sur ce passage-là parce qu'on y entend la voix d'Hélène Cadou, qu'on a évoquée précédemment, qui a consacré sa vie vraiment à faire vivre l'œuvre de son mari.
à écrire aussi sa propre œuvre poétique et qui a revécu d'ailleurs dans la petite école après sa carrière de bibliothécaire à Orléans. Elle a eu la chance de pouvoir revenir habiter dans cette école grâce à des amis de Châteaubriand, de Nantes. Et c'est important d'écouter cette voix qui a largement contribué à faire que René Guicadou est resté dans le cœur de beaucoup d'habitants de la grande région de l'Ouest et bien au-delà. Voilà, c'est vraiment sa vocation est restée son amour pour René Guicadou, et on l'entend dans ce passage où elle évoque la vie de ce poète. Donc on écoute Hélène Cadou au travers donc du DVD proposé par Jacques Bertin. Le 17 juin 1943, j'ai pris le train pour Clisson, et la première fois où j'ai aperçu René, où je l'ai vu, vraiment j'ai fait plus que l'apercevoir, je l'ai vu, c'est sur le quai de la gare de Clisson, et tout de suite c'est ce côté extrêmement rayonnant, lumineux qui m'a été évident. Je t'attendais, ainsi qu'on attend les navires dans les années de sécheresse. À 22 ans, Cadou est un poète déjà publié. Hélène Laurent est une jeune Nantaise qui, avec un groupe d'étudiants, court à Clisson pour le rencontrer. Le coup de foudre est immédiat. Ils se marieront en 1946. Il est né à Saint-Traine de Bretagne, en Brière, en février 1920. Et il a dit... C'est tout à fait extraordinaire d'être né un jour de carnaval au fond de la Brière où rien n'est travesti, où tout se règle à l'amiable entre deux coups de fusil. Moineau de l'an 1920, la route en hiver était belle, et vivre, je le désirais. Il a passé son enfance à Saint-Traine jusqu'à l'âge de 7 ans. Et c'est resté pour lui un temps béni. Il était très très heureux avec ses parents. Ses parents sont les instituteurs laïcs de la commune. C'était un côté très religion de campagne, mais avec des parents laïcs. Donc les processions de la fête de Dieu, les fleurs dans la chapelle, les petites madones dans tout le pays. C'était une enfance un peu d'image sulpicienne, mais je crois que tout cela, ça a été une sorte de départ bien heureux en poésie. Encore un soir où je m'en vais sur le grand livre des marais, tracer les mots de mon enfance. D'un geste fondre les saisons, au bercement des horizons et des hoquets de la souffrance. Il découvrait aussi dans le même des paysages qui le marqueraient beaucoup. Cette tourbe est nourrie de matériaux de la préhistoire, des arbres, des fougères qui deviennent cette espèce de charbon, de bois. Il a vu sortir, et on en voit toujours, des arbres entiers qui remontent de la préhistoire et qu'on appelle des mortas. Je pense que tout cela a joué pour lui parce que très souvent par la suite, quand il évoquera la poésie, ce sera toujours dans un creusement. Il creuse la terre, il extrait. Voilà, nous venons d'écouter ce que nous disait Jacques Bertin à propos d'Hélène, et même on a écouté Hélène elle-même. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la rencontrer vous-même, Jean Lavoué ? Oui, c'est arrivé 2 fois, je crois, dont une fois à Louis Fer, justement, quand elle était dans cette petite école qui a été vraiment préservée après toutes les années d'absence avant qu'elle revienne. En fait, l'appartement n'a pas dû être réoccupé. Tout le monde savait qu'avait vécu là un grand poète. Et donc, quand elle est revenue, il a été assez aisé, en fait, d'y installer ce qu'on peut appeler un musée René Guicadou. Et les lieux à l'étage, en fait, la cuisine au rez-de-chaussée, tout près de la classe d'école cette classe est devenue le musée René Guicadou. Mais à l'étage, on a la chambre et le bureau d'écriture où ont vécu René Guy et Hélène Cadou entre 46 et 51.
Et donc c'est très émouvant de retrouver la bibliothèque, ses ouvrages, beaucoup d'ouvrages de poètes qui lisaient et relisaient. Il avait acquis une grande culture comme instituteur. En fait, c'était un lettré, on va dire. Les œuvres de Blaise Cendrars, ce sont là, de Jules Supervielle, de Pierre Reverdy, enfin tous ces grands poètes. C'était très orienté vers la poésie, quelques romanciers, mais avant tout des poètes. Et cette chambre, on retrouve les meubles, le bureau d'écriture, une main qui a été de bronze, qui a été sculptée par le sculpteur Jean Fréhour, qui était l'un de leurs amis, qui habitait à l'époque un pays voisin, Issé, et qui venait très régulièrement à pied. Il y avait une dizaine de kilomètres le jeudi, parce que je crois que c'était la période de repos pour les instituteurs à l'époque, et qui venait très très régulièrement à pied les voir. Et donc on a cette main et ce bureau qui donne sur la campagne, la forêt au loin, cette fenêtre d'écriture, on va dire, qui est une très belle figure aussi que j'ai souligné dans mon livre de René Guicadou, un des auteurs, Jean-Louis Cloët, que j'ai lu. On a fait un maître du vitrail, quoi, la plus belle œuvre vitrail de la poésie du XXe siècle, dit-il. Et c'est vrai que cette fenêtre qui perce le mur de l'absence et du deuil, parce que René Guicadou, encore une fois, a tout perdu à cette époque-là, sauf l'amour d'Hélène qu'il a rencontré. Il a perdu son frère, sa maman à 12 ans, son papa à 20 ans, sa maison qui a été bombardée à Nantes, et toutes ses affaires personnelles ont disparu. Il s'est retrouvé avec sa petite valise chez les parents d'Hélène. Il n'avait plus rien, mais il avait cet amour qui a transfiguré sa vie, quoi. RCF Sud-Bretagne, la joie se rencontre. Alors, Hélène Cadou, vous l'avez rencontrée. Est-ce que vous pourriez nous en faire une description un peu Alors, c'était une femme déjà d'une grande humilité, à la voix très douce. On a pu l'entendre dans cette émission, qui d'ailleurs a pas mis en avant du tout, du temps de sa vie avec René Guicadou, son talent poétique. Et elle a attendu quelques années après sa mort pour écrire, et sûrement que l'écriture a été aussi pour elle ce qui lui a permis de vivre aussi joyeusement, on va dire, malgré le deuil et l'absence, toute son existence. C'est une femme qui était à la fois entièrement dédiée à son mari et à sa poésie, et qui était complètement tournée vers les autres, qui a passé énormément de temps dans les écoles de la région. C'était un peu aussi une des vocations de cette demeure René Guicadou. Donc elle a accueilli aussi beaucoup d'artistes. Elle faisait vraiment vivre, d'une part à Louis Fer, mais d'autre part, elle était aussi très impliquée dans ce qu'on appelle aujourd'hui le centre René Guicadou, à la médiathèque Jacques Demy à Nantes, où sont recueillis l'essentiel de l'œuvre et de la correspondance de René Guicadou, et c'est un fonds inépuisable, puisque à l'époque, en fait, la correspondance, c'était quelque chose. Bon, aujourd'hui, on a les SMS, les mails, ça peut être aussi des belles occasions d'échange, mais pour René Guicadou, le facteur le matin, c'était la bénédiction du jour, et il gardait précieusement tous les courriers dans une malle, même celle que son ami Max Jacob lui invitait à détruire par précaution, parce qu'il se savait comme juif un peu en risque avec le régime nazi. Et il a effectivement été arrêté en 1944 à Saint-Benoît-sur-Loire. Mais voilà, et Hélène et René ont reçu une correspondance fabuleuse, et tout cela est déposé grâce à elle et à son œuvre aussi à la médiathèque Jacques Demy à Nantes. Donc elle a eu une grande importance aux yeux de Cadou d'abord, et puis aux yeux de tout le monde un peu. Les auditeurs n'ont pas cette chance de vous voir, j'en l'avouais, mais moi je vous regarde, et quand vous évoquez tout ça, on sent au travers de ce que vous dites les lieux, on sent les personnes. Vous êtes vraiment imprégné de cette rencontre avec René Guicadou.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet attachement que vous avez? Bon, à la fois, comme je le disais, c'est une rencontre ancienne qui m'a valu de belles amitiés. Je disais Gilles Baudry, un ami de mon pays de naissance, René Lemay, qui est d'une terre de Brière aussi. Et on a très très vite communié ensemble à la poésie de René Guicadou. Donc voilà, il y a cette fraternité, et puis ces chanteurs, amis, Philippe Forcioli, Maurice Bénat, Jacques Bertin et d'autres. Donc voilà, ça a été une imprégnation avec mon épouse aussi. Nos enfants ont communié aussi par les CD qu'on passait dans la voiture, etc., les chansons de René Guicadou, donc tout le monde un peu dans la famille en a été imprégné. Mais je dois dire que bon, quand j'ai arrêté ma vie professionnelle il y a 5 ans, le premier projet qui m'est venu, c'était d'écrire sur René Guicadou. Et donc c'est là que je suis allé à Nantes au Fonds René Guicadou pour collecter des correspondances que j'ai retranscrites dans le livre. Et j'avais pris des notes à l'époque, mais tout ça était quand même resté dans un beau désordre. Mais déjà toutes les intuitions étaient là. Et puis j'ai laissé ça en repos et j'ai été rattrapé, bon, il y a 2 ans et demi maintenant par une maladie assez sévère quand même, qui m'a laissé pendant 2 années avec une énergie amoindrie. Et cette année où grâce au traitement, voilà, il y a une bonne stabilisation. C'était le bon moment. Au début d'année, je m'étais dit c'est cette année. Et bon, c'est vrai, je pensais aussi honorer le centenaire de la naissance de René Guicadou en février 2020. Et au début du mois de juin, voilà, les mois précédents, je me dis quand est-ce que je vais m'y mettre, où est-ce que je vais aller, où je vais trouver le silence, etc. Et il a suffi que je me déplace de ma table d'ordinateur, de mail, de téléphone, etc. pour me déplacer dans un autre siège dans cette pièce où on se trouve là. Pour que voilà, il y ait eu 3 mois de joie magnifique, comme une nouvelle rencontre quoi, avec René Guicadou, Hélène Cadou, leur œuvre, tous les amis qui les entourent, tous ceux qui ont écrit magnifiquement à leur sujet, des colloques universitaires qui ont eu lieu. Bon, j'ai épluché pendant ces 3 mois beaucoup de choses, mais avec une intuition quand même assez clairement établie depuis les 4 ou 5 ans auparavant. Donc ça me permettait d'aller directement au cœur des documents que je consultais, quoi. RCF Sud-Bretagne. La joie se rencontre. Donc, Jean Lavoué, on vient d'évoquer Hélène Cadou, on a évoqué tous ces lieux où ont vécu René Guy, son épouse, ces lieux que vous connaissez bien, vous êtes allé sur place, vous avez pu voir et ressentir encore plus au fond de vous-même ce que représentait pour vous René Guicadou. On a évoqué votre ouvrage et on l'évoque à plusieurs reprises au cours de cette émission. Quand on réalise un ouvrage de ce type-là, on procède comment? Parce que vous avez évoqué l'ordinateur, mais est-ce qu'il y a des parties de votre ouvrage où vous avez plutôt pris la plume que l'ordinateur? Alors, quand j'ai pris le crayon à papier, même, c'était quand j'ai retranscrit manuellement à Nantes les correspondances de René à Hélène et du père Agaès, magnifique figure que je mets en valeur dans un moine de l'abbaye de Solesmes qui a correspondu avec René Guicadou. Donc là, il n'y a pas d'autorisation d'avoir de bic, de stylo plume, c'est au crayon à papier et voilà, rien d'autre. Donc ça a été... le crayon à papier uniquement est autorisé pour préserver les manuscrits et donc ça a été un temps aussi artisanal, mais qui me plaisait bien parce que je découvrais vraiment des merveilles, je pressentais et j'ai eu des confirmations et je n'ai exploré qu'une petite partie de la correspondance, encore une fois, qui est très très abondante.
Alors, est-ce que vous avez une idée un peu du nombre de fois où vous êtes allé sur place pour réaliser? Je suis allé 7-8 fois, je crois. 7-8 fois, oui. pendant une demi-journée, une journée? Oui, j'allais une journée. Oui, je partais le matin, je revenais le soir. Je pouvais aller éventuellement matin, après-midi. Et dans un tel lieu, c'est feutré un peu, Ah oui, c'est tout à fait comme on imagine dans, je sais pas, les bibliothèques universitaires ou les bibliothèques de chercheurs, etc. Surtout cette partie qui est pas la bibliothèque publique, qui est la partie patrimoine en fait de la bibliothèque, qui donne accès au fonds René Guicadou. Donc là, c'est vraiment des chercheurs. D'ailleurs, pour avoir accès aux documents, faut se présenter avec un projet de recherche ou de livre et avec les exigences qui vont avec de bien reporter les nomenclatures de ces correspondances que j'ai fait avec l'aide des personnels de la médiathèque de Nantes. Donc voilà, il y a eu le crayon à papier et autrement, non, ça fait très longtemps que je suis passé à l'ordinateur, même parfois au téléphone. Hein, il m'arrive d'écrire des poèmes ou des textes au téléphone, mais là pour le livre sur René Guicadou, il y avait ces notes, mais qui étaient déjà dactylographiées à l'ordinateur d'il y a 4 ou 5 ans, et ensuite là de juin à août, j'ai eu une première semaine en fait où ça s'est donné vraiment très simplement l'articulation des grands chapitres de ce livre. C'est venu très vite où j'ai réparti quelques éléments des notes que j'avais. Et puis après, j'ai relu, j'ai éliminé des choses, mais j'ai surtout ajouté beaucoup d'annotations, de références aux poèmes que je citais, et de lectures que j'ai faites au cours de ces 3 mois, qui ont nourri et enrichi ce livre. J'ai essayé d'être vraiment le plus précis, même si mon style n'est pas universitaire, il est plutôt de l'ordre de la poésie et de l'émotion quand j'évoque René Guicadou, mais j'ai voulu une rigueur quand même de type universitaire dans la bibliographie et dans les références. Il m'a manqué un ouvrage et un grand ouvrage qui était introuvable, que j'ai cherché tout l'été sur Internet. J'ai eu la chance de venir par le recevoir là tout juste hier, qui est un livre d'un des grands spécialistes de René Guicadou, Christian Moncelet, qui avait écrit un ouvrage au début des années 70, Vie et passion de René Guicadou. Je me réjouis de le découvrir. Il va par ailleurs être réédité par les éditions du Petit Véhicule à Nantes en 2020 à l'occasion du centenaire de la naissance. Je crois que c'est vraiment un grand livre. Il sera dans une forme plus accessible parce que là, c'était d'époque, c'était tapé à la machine, etc. Donc c'est un ouvrage vraiment artisanal, mais je crois que je vais le lire avec le souci de la confirmation d'un spécialiste universitaire de Cadou, et je sens que intuitivement c'est de cet ordre-là, même si j'ai moins développé que lui des tas d'aspects qu'il a cherché. Et si vous avez mis vraiment tout en marche pour trouver cet ouvrage, c'est que d'emblée vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui allait répondre à vos attentes? C'est vrai que bien sûr j'ai relu plusieurs fois mon manuscrit, je l'ai fait relire aussi par une quinzaine d'amis. Ça a été aussi un travail d'équipe, des gens proches de Cadou et proches de moi. Je les cite à la fin de l'ouvrage. Ils m'ont beaucoup aidé dans la mise en forme, dans l'attention aussi, puisque je suis aussi un petit éditeur qui est choisi d'ailleurs plutôt qu'une grande maison d'édition de publier moi-même cet ouvrage, mais du coup l'attention des uns et des autres a été nécessaire. Ma question visait plus ce livre que vous avez reçu hier, oui, que vous attendiez. Oui, mais du coup, plutôt que de relire ce que j'ai déjà fait pas mal, mon livre, à l'occasion où je vais, comme je le fais aujourd'hui, sûrement avoir l'occasion de parler de René Guicadou dans les mois qui viennent, je suis heureux d'avoir encore du neuf à me mettre sous la dent, à découvrir et à continuer à m'enrichir avec curiosité de ce poète que j'aime beaucoup, mais forcément qu'on n'a jamais fini. C'est comme une rencontre, c'est comme une rencontre inépuisable, quoi. Et on a la chance que il nous ait redonné par des tas de facettes son œuvre, mais tous ses écrits. Donc je suis heureux de continuer à découvrir.
Donc ce livre que vous avez reçu, il était dans la boîte à lettres tout simplement. Hier soir, oui, quand je suis rentré d'une journée de déplacement, mais j'avais mis une alerte grâce à nos Internet. Aujourd'hui, il y a des choses. Quand un livre est épuisé, qu'on le trouve plus, il y a un site chercheur de livres, je crois, où il suffit de mettre une alerte, un prix maximum au-delà duquel on veut pas aller. Et si une offre arrive dans n'importe quel libraire d'occasion, là il se trouve que c'est un libraire de Guérande et que le livre est marqué du nom de Jean Fréhour, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est ce sculpteur qui est ami des Cadoux et qui a sculpté la main de René-Guy Cadoux. C'est pas la première fois au cours de l'écriture de ce livre que j'ai des signes. Cadoux appelait ça des confirmations, quoi. Lui, il était entièrement accueillant et en gratitude par rapport aux confirmations que la vie nous donne. On peut appeler ça des signes aussi dans une dimension de spiritualité chrétienne. Voilà, moi je suis heureux de cette rencontre vivante qui nous donne plein de signes, quoi. Donc c'est une joie de voir que là votre recherche aboutissait à quelque chose qui allait compléter ce que vous avez déjà fait. Eh bien voilà, nous sommes au bout du chemin de cette troisième séquence de l'émission La Joyeuse Rencontre. C'est vraiment passionnant de vous écouter, de vous entendre, et je me dis heureusement qu'il y aura une quatrième séquence la semaine prochaine. Merci Jean Lavoué. La joie se rencontre. Yves Le Truidic. Eh bien voilà, nous sommes bien sur les ondes de RCF Sud-Bretagne et tout à la joie de vous rencontrer, Jean Lavoué, poète, habitant à Hennebont. Nous sommes heureux d'avoir pu venir jusqu'à vous. C'est toujours sympathique, intéressant de réaliser l'émission chez l'invité. À la fois, je pense que vous êtes à l'aise et puis nous aussi. Ça aide beaucoup à la communication entre nous. Alors, habituellement, cette quatrième séquence s'intitule « Coup de fil à un ami ». Mais bon, techniquement, quand on est chez l'invité, on n'a pas cette possibilité de réaliser ce coup de fil à un ami. C'est pour ça que j'ai envie de vous proposer que nous évoquions votre ouvrage, bien sûr, mais dans votre ouvrage, vous avez eu cette délicatesse d'y inclure des aquarelles, des reproductions d'aquarelles, ce qui rend votre ouvrage encore plus intéressant à lire, les aquarelles relatant aussi des séquences de la vie de notre ami, ça y est, j'ai dit notre ami, c'est notre ami, René-Guy Cadoux. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces aquarelles ? Oui, j'avais le goût, comme tous les ouvrages publiés par ma maison d'édition depuis 2 ans et demi, qu'ils soient illustrés par un artiste. Et ça a été le cas par des graveurs, des photographes, des calligraphes, les différents recueils de poésie jusqu'à ce jour. Et je voulais pas que ce livre déroge à l'habitude. Bon, même si c'était un essai, un ouvrage en prose, mais c'est vrai que
cette touche artistique par ses aquarelles. Alors là, je voulais, j'ai des amis, Nathalie Fréhour à Nantes, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui connaît aussi très bien, qui est une amie d'Hélène Cadou, donc j'aurais pu faire appel à elle, mais elle a illustré déjà plusieurs de mes ouvrages. Et là, j'ai pensé à un ami de Lorient, dont c'était pas le métier, il est médecin, spécialiste, enseignant, donc voilà, il a une vie professionnelle très chargée dans ce domaine médical, mais j'ai découvert par notre fréquentation amicale qu'il avait ce talent, quoi, de l'aquarelle, et notamment à propos des voyages qu'avec son épouse il fait un peu partout dans le monde, et il fait à chaque fois un reportage magnifique des paysages, des visages rencontrés dans tous les coins de la planète. Et je me suis dit, bon, je vais faire appel à lui pour quelque chose de plus local autour des paysages où a vécu René Guicadou, la Brière en particulier, mais aussi l'école et le village de Louis Fer. Et voilà, il a fait plus d'aquarelles que celles qu'il a vraiment beaucoup travaillé, des visages aussi d'Hélène et de René. Bon, je pouvais pas tout retenir, et puis j'ai retenu sur la couverture un magnifique visage de René Guicadou, très original. Un autre. Alors, est-ce que vous pouvez nous la décrire un peu, cette aquarelle du visage de René Guicadou? Parce que bon, moi je vais vous dire un peu avant, j'y ai vu des feuilles ou des plumes, mais j'arrivais pas à faire le distinguo. Je me suis dit, sans doute sont des plumes, en souhaitant peut-être à travers ça relater le côté écrivain, mais je me suis dit, ce sont peut-être aussi des feuilles d'automne. Oui, je crois que c'est plutôt des feuilles d'automne qu'il a pris tout simplement dans son jardin, hein, les feuilles qu'il avait sous la main, et pour donner une coloration plus originale à ce poète de la nature, il s'est inspiré d'une photo, il en avait fait un portrait avec des aspects assez modernes d'ailleurs dans ce portrait, et il y a rajouté cette touche de couleur et de peinture, quoi, hein, d'aquarelle à ce portrait qui parle vraiment, oui, de cette émergence et de l'automne déjà qui nous annonce le printemps. Et moi, je vis toujours l'automne comme la promesse du printemps, même si on s'achemine vers l'hiver, vers ce dépouillement de cette saison très humble en fait, hein, qui traverse comme une mort. Et René Guicadou, voilà, sous son couvert de feuilles d'automne, nous annonce vraiment un printemps. C'est un poète solaire, c'est un poète rayonnant et de résurrection, je dirais. Et ce portrait évoque tout cela, quoi. Hein. Et par rapport à d'autres portraits, j'ai eu l'occasion de voir. Celui-là me semble respirer la vie, quoi, hein, et respirer la joie aussi. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Et alors, bon, vous avez évoqué les aquarelles qui relatent la Brière, qui relatent l'école de Louis Fer. Et puis alors, ça va me donner l'occasion de vous dire, parlez-nous de votre environnement d'écriture, parce que il y a aussi cette aquarelle avec le bureau de René Guicadou, avec cette fenêtre. Alors vous avez effleuré un peu cette description lors d'une précédente émission. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, là? Oui, alors c'est vrai que ce bureau il est touchant, quoi, parce qu'on sentait que c'était aussi un homme amoureux des livres, et donc on aperçoit le bois, les bibliothèques, les livres, les reliures de livres anciens aujourd'hui, bien sûr, hein, quand on les découvre. Et bon, c'est vrai que moi, avec mon épouse, on aime beaucoup les meubles anciens. Bon, c'est vrai que ça a été davantage la mode dans les années 70-80, mais c'est vrai qu'on a eu le goût de s'entourer aussi d'objets pétris par la main des artisans. Et il se trouve qu'on a eu la chance d'avoir cette transmission de meubles, alors qu'ils sont tous du pays malouin, d'où je suis originaire, et qui étaient dans ma famille, en particulier paternelle, mais aussi pas seulement. Il y a une armoire qui était
chez ma mère. Donc voilà, on est entouré aussi de ce bois tissé par des générations, et voilà, ça a été joyeux aussi de vivre dans cet environnement, dans les différents déplacements qu'on a pu avoir. C'est vrai que dans cette maison, il respire davantage parce que le plafond est haut, on a l'espace. Et voilà, la demeure de René Guicadou, dans son humilité, elle est aussi pétrie de cette main artisanale. Et du coup, je pense à un poème qui me vient de lui et qui évoque aussi ce lieu où il a vécu. Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui, que chaque nœud du bois renferme davantage de cris d'oiseaux que tout le cœur de la forêt. Donc c'est un poème qui se poursuit. RCF Sud-Bretagne, la joie se rencontre. Donc on a bien fait de venir vous voir parce que on ressent tout à fait ce que nous dit René Guicadou. Face à moi, il y a une grande cheminée avec beaucoup de choses. Mais des choses simples, je vois des mains qui se rejoignent les unes les autres. Ce choix de ces trois œuvres, parce que j'ai le sentiment que ce sont des œuvres artistiques, c'est quoi dans votre histoire en fait ? Alors oui, ce sont des photos qui évoquent beaucoup de choses, à la fois la fraternité, puisqu'il y a une photo où il y a plusieurs mains qui se rejoignent là comme en cercle, et on sent des mains jeunes, et puis il y a ces mains de méditation, d'accueil en fait, d'ouverture posées l'une sur l'autre, et puis il y a cette main qui égrène un chapelet. Ce sont des photos du Tibet en fait, qui ont été réalisées par un grand artiste photographe, Folmy, et ça fait très longtemps, peut-être depuis le début, depuis près de 30 ans qu'on est dans cette maison où ils sont sur cette cheminée, et ils rejoignent aussi un cœur profond, qui est celui du goût du silence, du goût de la méditation, du goût de l'Orient aussi, qui nous a apporté beaucoup dans un renouvellement de la vie intérieure de notre spiritualité chrétienne occidentale. Donc ces photos évoquent tout cela à la fois. La fraternité est chère au cœur de René Guicadou aussi, on l'a dit à plusieurs reprises, cette fraternité, cette attention aux autres. Et ce qui est frappant, et on le sent au travers de votre ouvrage, c'est l'humilité. C'est une grande qualité, l'humilité. Alors oui, pour revenir, bien sûr à René Guicadou, c'était foncièrement un être humble, et comme je l'ai dit plusieurs fois, qui aimait les gens simples, qui voulait vivre simple parmi les simples en restant dans ce petit village, dans son métier d'instituteur. Et sa femme aussi, pétrie comme lui d'humilité, et sa poésie transpire même quand il s'aventure vers Dieu, vers Jésus, son plus proche voisin, comme il dit, c'est toujours un homme simple, un homme ordinaire, et il a toujours cette gaucherie, cet humour qui rend jamais le poème parfait, Il y a toujours une sorte de gaucherie, de boiterie. Et il dit d'ailleurs dans ses souvenirs d'enfance qu'il a toujours aimé les jouets cassés, les objets inachevés. Je pense que là aussi ça résonne avec cette vie inachevée de son grand frère. Il y a quelque chose dans son cœur qui va bien avec l'imperfection. Et l'humilité se greffe là, Alors, vous évoquez Gilles Baudry, vous évoquez, ou on a eu l'occasion d'évoquer, vous et moi, Charles Juliette. Est-ce que tout ce monde-là, c'est le cercle des poètes d'aujourd'hui, je dirais ?
Oui, c'est sûrement, hein, il y a des poètes du cœur qui se répondent les uns les autres et ils sont nombreux, quoi. Les amoureux de René Guicadou en particulier, je pense à un ami, Pierre Tanguy, qui prépare un petit recueil pour honorer aussi le centenaire de sa naissance là en ce moment, et beaucoup de poètes bretons, Yvon Lemaitre, etc. Il y a une vraie fraternité et humilité. Vous évoquez Charles Juliet, que j'ai aussi rencontré et qui me tient beaucoup à cœur, qui est vraiment un homme d'une simplicité, qui s'est laissé lui aussi dans sa douleur d'existence, d'enfance, dans sa dépression, on va dire, qui s'est laissé traverser et habiter par une écriture qui progressivement, dont le sillon l'a conduit vers la joie, sorte de paix, de rayonnement, d'accueil aussi de toutes les formes de spiritualité, tout en se disant, comme beaucoup aujourd'hui, et moi je me sens frère aussi de tous ceux qui se disent agnostiques, parfois athées aussi, parce que la quête et la recherche n'est jamais loin chez ces êtres-là. Et chez Charles Juliet, elle est à fleur d'être et de peau, quoi, cette quête spirituelle. Oui, c'est vraiment énorme la sérénité qu'il peut apporter aux autres, tout comme René Guicadou. Cette sérénité dont on a besoin, je pense, pour écrire quand même. Oui, on a besoin de silence, on a besoin de retrait, de solitude, on a besoin de nature aussi. Il marche, il écrit en marchant, mais avec ce don incroyable de mémoriser ce qui lui vient pendant la marche. Moi, j'ai beaucoup aussi écrit ces dernières années en marchant, mais je dois dire que je devais noter au fur et à mesure sur un carnet au début, puis après j'ai pris l'habitude sur mon téléphone. Ça fait pas très poétique, mais c'est comme ça. Je pianotais dès que quelques mots, une phrase se donnait, pour libérer l'espace à nouveau pour la suite. Charles Juliet, il a ce talent de mémoriser, de rentrer chez lui et de pouvoir retranscrire le poème qu'il a appris par cœur en marchant. Et alors de plus, il a aussi rédigé régulièrement un journal. Et au travers de son journal, on voit bien aussi son évolution, quand vous évoquez la joie par rapport à Charles Juliet, entre son premier volume et le dernier. Le premier n'évoque pas forcément effectivement la joie. J'ai eu aussi cette chance de le rencontrer et de lui faire dédicacer ce premier ouvrage. Il m'a dit, c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer. J'ai dit, bah si, c'est le début. Oui. Il faut pas rejeter non plus ce qu'on a pu connaître dans ses débuts. Oui, ça fait partie de lui. Oui. C'est une grande traversée vers la lumière, mais où les ombres ne sont pas ignorées, quoi. C'est ça qui est beau aussi chez lui, quoi. RCF Sud-Bretagne. La joie se rencontre. Voilà, alors c'est important, je pense, au-delà de votre ouvrage, que vous puissiez nous dire comment on peut, avec les moyens modernes d'aujourd'hui, comment on peut faire connaissance encore un peu plus avec vous, parce que vous ne l'avez pas dit jusqu'à présent, ou presque pas. Vous réalisez un blog, vous entretenez un blog, et je fais le lien avec Charles Juliet un peu. Pratiquement tous les jours, vous écrivez quelque chose. Alors, il y a une période, surtout quand je marchais plus aisément, où à chaque fois que je marchais, et je le faisais tous les jours, j'écrivais, je partageais. Bon, là, mais c'est chaque semaine, 2 fois, 3 fois. Donc, je partage une écriture quotidienne, quoi, où je laisse résonner à la fois ce qui m'entoure, la nature, les événements, les émotions, l'actualité parfois. Je pense à l'incendie de Notre-Dame. J'ai écrit 2 ou 3 textes dans les jours qui ont suivi, très touché comme tout le monde par cet événement.
Mais voilà, ça peut être des événements qui ont touché les migrants, qui touchent la nature. Alors il se trouve que le blog L'enfance des arbres, il a une 12aine d'années, mais depuis 5 ans, j'ai partagé ce que j'écrivais et partagé dans le blog, je l'ai partagé sur Facebook. Et là, il y a eu tout un réseau extrêmement interactif. Et le fait que le réseau soit aussi très tourné vers l'actualité fait qu'il y a eu beaucoup d'attention aussi pour moi aux événements du monde, quoi, à la fois les saisons, mais aussi ce qui touche notre actualité. Donc c'est une écriture aussi marquée par tout ça et que je partage et ça élargit aussi la fraternité poétique. Et là aussi, au-delà des barrières ou des frontières de croyances, de convictions, de religion, ça s'adresse à tout un chacun. Et c'est ce que j'éprouve vraiment dans cette fraternité des grands réseaux. On dit beaucoup de mal d'eux, mais on peut aussi en dire du bien, quoi. Et ben là, vous avez saisi l'occasion et je crois que c'est très bien. Sans doute des personnes que vous ne connaissiez pas se sont mises en relation avec vous. Vous entretenez peut-être d'ailleurs des correspondances avec ces personnes. Et puis, il y a eu vraiment de très belles rencontres et de personnes qui ont accompagné, qui accompagnent toujours ma petite aventure de maison d'édition, que ce soit autour, par exemple, du site, des gens qui se sont proposés dans leur parcours de vie aussi, non exempt d'épreuves aussi. Donc c'est une aventure humaine partagée. Mais voilà, une autre personne qui s'est proposée pour commercialiser les ouvrages de la petite maison d'édition sur des marchés dans la région de Saint-Brieuc. Une personne qui un peu spécialiste de communication qui m'aide par des vidéos ou à faire connaître les ouvrages de l'enfance des arbres. Un artiste aussi chanteur qui a réalisé un CD avec des poèmes qu'il a découvert sur Facebook, en fait. Donc c'est pourquoi les réseaux pour des gens qui sont dans la création, ça peut être vraiment un prolongement, quoi. Oui, là vous nous donnez l'occasion de positiver les réseaux sociaux et la page Facebook de RCF Sud-Bretagne relatera certainement ces quelques moments de joie que nous avons pu partager. À la radio, comme pour vous sans doute, on attend des retours des auditeurs. Vous attendez sans doute des retours de vos lecteurs. Alors je vais vous lire le courrier d'un de vos lecteurs que vous m'avez confié. Cher Jean Lavoué, votre livre est un pain d'épices. Il pèse un bon poids et contient assez de miel lumière pour nourrir et réchauffer son lecteur. Ni biographie, ni essai, on dirait que vous êtes assis devant une table couverte d'une toile cirée à motif floral, que vous avez devant vous un verre de vin pour le lecteur de passage, un autre pour vous-même, et qu'en buvant de temps en temps, et en faisant rêveusement glisser votre main droite sur la nappe lumineuse, vous évoquiez un ami cheminant, il y a quelques années, entre terre et ciel. Merci. Je n'ai pas mis la signature de ce lecteur qui vous a transmis ce retour. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots aussi ? Oui, c'est la joie d'avoir accueilli ce courrier il y a quelques jours dans la boîte aux lettres. Donc c'est Christian Bobin à qui j'avais adressé il y a un peu plus de 15 jours le livre et il est très fidèle aux gens qui lui adressent comme ça des ouvrages et vraiment je suis très heureux comme je l'ai été précédemment aussi par d'autres écrits, mais là je sens qu'il a été particulièrement touché, quoi, mais aussi par la forme du livre, par son. J'ai voulu en faire un bel objet. Il le souligne et c'est vrai que la joie du retour des lecteurs et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai voulu publier moi-même ce livre. Parce que j'ai eu l'expérience de plusieurs publications chez des éditeurs parisiens. C'est vrai qu'il y a quelque chose de frustrant pour l'auteur où on en
n'entend plus parler de grand-chose après, quoi. Hein. Bon, de temps en temps, une année après, l'éditeur nous dit le nombre éventuellement de livres vendus. Très rarement des lecteurs se manifestent. Alors que là, bon, je suis au cœur un peu de l'actualité, quoi, hein, des envois, des retours, des correspondants. Je mets des petits mots aux uns aux autres. Donc ça change tout, quoi. Hein. Ça a des aspects laborieux. Mon épouse me donne un sérieux coup de main pour l'administration, les envois, mais ça a un côté aussi vraiment joyeux aussi de la rencontre qui se poursuit. Voilà, vous nous avez dit aussi l'importance de la famille dans cette réalisation que vous avez faite. Donc c'est peut-être l'occasion pour vous aussi de remercier votre famille, hein, de nous dire oui, c'est cette chance aussi que vous avez aujourd'hui où c'est pas toujours facile de vivre en famille. Oui, et c'est cette grande affinité partagée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de déplacements qu'on fasse, et dans l'année qui vient, je sais que il va en avoir plusieurs autour de René et d'Hélène Cadou, avec mon épouse. C'est vraiment une joie d'avoir cette sensibilité partagée, et depuis toujours, hein, comme je disais, dès la rencontre, dès notre rencontre, ces poètes, René, Guy et Hélène Cadou, étaient là, et comme je le disais, on espère avoir transmis la poésie, et je crois aussi à nos enfants, notamment par cette œuvre, par les chanteurs qui l'ont interprété, mais aussi par un goût de cette existence dans la beauté et dans ce don qui nous est fait de cette nature qui nous entoure. Voilà, merci Jean Lavoué poète, que nous avons rencontré à Hennebont tout au long du mois de novembre, et nous sommes vraiment très heureux d'avoir pris ce temps avec vous, Jean. Hein, et donc, redites-nous votre blog, votre site internet, votre page Facebook. Alors, le nom du blog, c'est L'Enfance des Arbres. Donc, on peut, en cherchant sur un moteur de recherche. La page Facebook, c'est Jean Lavoué. Mais j'ai aussi une page créée à peu près au même moment, il y a 4-5 ans, qui est Poésie et Spiritualité, où là, je partage plutôt des poèmes d'autres poètes ayant trait à la vie intérieure et spirituelle et de différentes traditions. Et donc la maison d'édition, j'ai repris le nom du blog L'Enfance des Arbres, c'est 3 places Vieille-Ville à Hennebont. Et on peut trouver les coordonnées. Il y a un site aussi dédié à la maison d'édition L'Enfance des Arbres. Sur Internet, on trouve aussi tout ce qui a été publié depuis 2 ans et demi. Voilà, et on peut tout à fait se procurer l'ouvrage directement chez vous. Tout à fait, ou en le commandant par un libraire. Alors, faudra le commander, puisque moi, j'ai pas de diffuseur, donc il sera pas physiquement présent dans beaucoup de librairies, quelques-unes, mais à Lorient en particulier, quand les livres s'ouvrent, mais quelques-unes autres. Mais le mieux, c'est de commander si on veut passer par un libraire, ou de s'adresser directement à la maison d'édition. Voilà, très bien. Merci à vous, Jean Lavoué, et au plaisir de vous revoir. Et merci encore de nous avoir accueillis dans votre maison de la vieille ville d'Hennebont.